Issu d'une longue lignée de clergymen et pasteur unitarien lui-même, Emerson, de 14 ans plus âgé que son disciple, avait, à la suite d'une crise de conscience bouleversante, abandonné le sacerdoce. Sa pensée, mûrie au contact de Carlyle et les philosophes allemands Hegel et Kant, sut toucher l'esprit et le cœur d'une élite grandie dans un pays encore sauvage et beau. S'adressant à l'intellectuel américain, en 1837, le philosophe conviait la jeunesse à trouver en elle-même les sources d'une culture originale et à rompre les amarres avec la vieille Europe. Comme Jefferson dans sa déclaration d'indépendance 60 ans plus tôt, Emerson redonnait vie à l'idéal des ancêtres pèlerins, car la Nouvelle-Angleterre était née au début du XXe siècle d'une révolte spirituelle contre la doctrine et la discipline. « Je vous rendrai conformiste ou je vous chasserai », avait dit Jacques Ier aux puritains. Furieuse intolérance, à quoi semble répondre la fière parole d'Emerson: « Celui qui veut être un homme doit être un non-conformiste ». Thoreau était bien fait pour entendre cet appel. L'année suivante, tout frais émoulu d'Harvard, où une bourse avait permis à ses parents de l'envoyer, il se présenta comme maître d'école à l'Académie de Concorde. Au bout de 15 jours, on le renvoya. Il refusait de battre les enfants. Ses idées et la nécessité de gagner sa vie l'amenèrent à fonder sa propre école avec son frère John, appliquant d'emblée les principes des classes nouvelles. 100 ans avant notre époque, les deux jeunes maîtres connurent un grand succès. Ils auraient pu poursuivre une belle carrière dans l'enseignement si la mort prématurée de son frère en 1842 n'avait mis un terme à l'expérience pédagogique de Thoreau. C'est peu avant cette date que se situe l'épisode héroïco-comique de ses démêlés avec l'Église raconté dans la désobéissance civile. On croirait Alphonse Allais narrant la lutte entre le curé et l'instituteur du village au temps révolu du petit père Combe, mais sous l'humour de Thoreau affleure une volonté farouche de ne pas se laisser enliser dans la routine ni aveugler à la beauté du monde. Sa désaffiliation, mon retrait de toutes les sociétés auxquelles je n'avais pas adhéré, est le signe d'un engagement. Il refusera désormais de se lier à aucune profession, déçu dans son unique amour pour la sœur d'un de ses élèves, Hélène Sewall. Il restera un célibataire endurci, mais libre de toute attache. Il demeurera en étroite alliance avec le concret. « J'ai autant de métiers que de doigts », disait-il. Les gens de Concorde, qui hochaient la tête en le voyant passer, devaient au moins reconnaître que ce lettré n'avait pas son pareil pour réparer une haie, charpenter un toit ou fabriquer des crayons. Il avait l'intelligence technique. Une de ses inventions avait donné un second souffle à l'entreprise de son père. Un bel avenir d'industriel s'ouvrait à ce jeune homme. Un autre que lui s'en serait réjoui, mais comme Rimbaud, il cherchait la vraie vie. Trouver le lieu et la formule, soupirait en vain le poète français, et Thoreau confie à son journal avec mélancolie: « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire, mais je ne pouvais à la fois et le vivre et le dire. » Il trouva cependant la formule: simplifier, 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 et aussi le lieu, Walden, une terre au bord d'un lac frangé de sapins qui appartenait à Emerson. Celui-ci permit à son protégé de s'y bâtir une cabane et d'y vivre à sa guise tant qu'il lui plairait. Thoreau y demeura de juillet 1845 à septembre 1847, et lorsqu'il eut reconnu que l'expérience était bonne, il s'en revint vivre au village aussi simplement qu'il en était parti. Que chercher dans les bois? Pour cet assoiffé de grand air, Walden était loin des parlottes du village, un merveilleux poste d'écoute. Comme l'Indien, Thoreau possédait une acuité de perception extraordinaire. Il entendait comme un stéthoscope, voyait avec une loupe, déterminait la température sans instrument de mesure. Il semblait être en communication avec les plantes, les animaux et tout ce qui vit. Les poissons nageaient dans sa main, les oiseaux lui répondaient, les marmottes à son appel sortaient de leur fourré. De tous les transcendantalistes, Emerson en tête, Thoreau est le seul habitué aux évaluations précises. Il tient à Walden un compte serré de ses dépenses. Il note dans son calepin toutes les floraisons, l'épaisseur de la couche de glace, la date d'arrivée des hirondelles.
Il se disait inspecteur des tempêtes de neige. Il fallait pour le suivre dans ses randonnées être intrépide comme un croisé, se baigner dans les cours d'eau, couper à travers bois, traverser des marais et quelquefois grimper aux arbres pour mieux observer un nid ou débusquer un sentier. Il suivait un chemin à lui, sans se soucier du reste, mais de ses expéditions on revenait ébloui avec des fleurs étranges que personne n'avait jamais vues. Ainsi, Thoreau devint-il correspondant pour le Massachusetts du célèbre naturaliste suisse Louis Agassiz, qui, venu résider à Harvard, préparait un ouvrage monumental sur la flore et la faune des États-Unis. Thoreau disait que sa vocation était de marcher. Sa pensée est comme lui, elle nous entraîne dans les collines pour déboucher enfin sur la clairière ensoleillée du nid des forces. Le grand souffle de la nature inspire à Thoreau ses plus nobles pensées. Si un arbre ne peut vivre selon sa nature, il dépérit. Un homme de même. L'évidence des lois naturelles s'est de tout temps imposée aux grands novateurs comme aux grands poètes. Thoreau est de cela. Écoutons-le nous donner les raisons de sa retraite à Walden. Je gagnais les bois parce que je voulais vivre à bon escient, n'affronter que les données essentielles de la vie et voir si je pouvais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, et non pas découvrir à l'heure de la mort que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie est si précieuse, ni pratiquer la résignation, à moins que cela ne fût tout à fait nécessaire. Ce que je voulais, c'était vivre à fond et sucer toute la moelle de la vie, vivre assez énergiquement et en spartiate pour mettre en déroute ce qui n'était pas la vie, faucher un large andin bien à ras, acculer la vie dans ses derniers retranchements, la prendre à bras le corps. En attendant ces paroles, qui contiennent tout Thoreau, les moins de 20 ans dressent l'oreille. Ils ont reconnu dans cette voix les accents d'une révolte qui est celle d'une grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui, chez nous et ailleurs, une révolte profonde et vorace qui laisse pantois bien des vénérables. Rebutés par le matérialisme ambiant, les idéologies meurtrières, la technocratie envahissante, nos rebelles, sans cause, dit-on, flairent un danger et d'instinct s'écartent. Hurlement, tel est le titre du manifeste lancé par Ginsberg, pape de la Beat Generation, réfugié en Californie. Il porte au paroxysme cette clameur sourde qui monte de partout dans le monde d'aujourd'hui. Sans doute trouverait-elle jusqu'à un certain point un écho dans le transcendantalisme émersonien auquel la guerre civile et la montée irrésistible du matérialisme semblaient avoir porté un coup fatal. On trouve aujourd'hui dans les nouvelles générations un individualisme méprisant pour ceux dont l'esprit est macadamisé, comme le dit Thoreau dans son journal, un même rejet des valeurs du travail et de l'argent qui aliène et aussi point capital une même affinité pour la mystique orientale. En effet, Thoreau avait découvert dans la bibliothèque d'Emerson les traductions des livres sacrés de l'Inde. C'était chose rare et nouvelle à l'époque. Thoreau en resta marqué toute sa vie. Comme tous les transcendantalistes, il trouvait dans le Bhagavad Gita une vision spirituelle privilégiée en résonance avec ses intuitions de l'âme du monde. La solitude de Walden offrait la possibilité au jeune dieu Pan de communier avec Brahma. Mais Concorde n'était qu'à 3 kilomètres de ce nirvana. Les bruits du village, du labeur et des luttes des hommes venaient parfois troubler la contemplation. D'ailleurs, même s'il cherchait le calme pour écrire, observer, méditer, cet idéaliste pratique n'avait nulle intention de rompre en visière au genre humain. Il bine un champ de haricots. N'est-il pas fermier et qui plus est à lui tout seul un phalanstère? Ses amis venaient passer là un bon moment et souvent les murs de planches vibraient de rires homériques. Des 3 chaises, une pour la solitude, 2 pour l'amitié, 3 pour la compagnie. Il en mettait une dehors lorsqu'il ne souhaitait pas être dérangé. Une fois, on organisa à sa porte un meeting abolitionniste auquel il participa de grand cœur, mais il y conduisait vertement les curieux qui venaient voir si ses draps étaient propres. L'ermite allait au village presque tous les jours pour écouter une conférence ou se replonger dans la chaude atmosphère familiale. Un soir de la fin juillet 1846, alors qu'il allait, nous dit-il, chercher une chaussure en réparation chez le cordonnier, il fut arrêté. Ce fameux événement, source de la désobéissance civile, survenait en pleine période de maturation spirituelle.
Au sortir de son lac de beauté et de sérénité, on conçoit que le jeune yogi ait contemplé de très haut l'absurdité des poursuites humaines. Il n'est pas indifférent que cet épisode ait eu lieu au cœur de l'expérience de Walden. Quelle était la situation de Thoreau à ce moment? Peu reluisante aux yeux des croquants, seul Emerson, Bronson Alcott, Hawthorne, ayant décelé son génie littéraire, lui accordaient le bénéfice de leur encouragement. Quelques écrits dans le Dial et les conférences au village ne pouvaient asseoir sa réputation. Il faut imaginer Thoreau à cette époque. C'est un intellectuel de 29 ans qui joue au village le rôle d'un cutéreux. Vers la fin de sa vie, le demi-succès de Walden, ses connaissances de naturaliste et surtout sa réputation d'excellent arpenteur lui vaudront auprès des bourgeois de Concorde un certain crédit. Ce n'est guère le cas alors. Il est cependant en pleine possession de son génie. 1 an et demi s'écoula avant que Thoreau mit au point son discours. Il le prononça en janvier 1848, après son retour définitif de Walden. C'était en quelque sorte une justification. Encore qu'en 1848, la guerre du Mexique fut très impopulaire au Massachusetts. Le refus spectaculaire de payer l'impôt avait paru choquant. Emerson lui-même, toujours prêt d'habitude à encourager son poulain, avait été surpris par le mauvais goût de cette excentricité. Une légende tenace veut qu'à leur rendre visite ce soir-là aux récalcitrants, Emerson se soit écrié « Henri, pourquoi êtes-vous là ?» À quoi Henri aurait répondu « Pourquoi n'y êtes-vous pas ?» Toute la théorie de la non-violence est résumée dans cette anecdote, aussi est-elle célèbre. En fait, décidé à donner à son refus un caractère de protestation publique contre une guerre injuste, Thoreau restait fidèle à l'idéal transcendentaliste. Il s'agissait de secouer la conscience endormie de ses compatriotes, de leur montrer l'exemple et de les rendre à eux-mêmes. Mais le manifeste resta lettre morte pour les abolitionnistes. Outré de savoir son neveu en prison, une de ses respectables tantes vint à son insu payer l'impôt pour lui. On le libéra donc au matin. Sam Staples, le fonctionnaire qui l'avait arrêté sans les sommations d'usage, était un bon voisin. Geôlier, percepteur et gendarme étaient ses attributs en ce chef-lieu de comté. Il aimait dire dans sa vieillesse que de toute sa carrière, il n'avait vu un prisonnier aussi furieux d'être relâché. Sa libération prématurée le frustrait en effet du retentissement espéré. Mais cette seule nuit marque un tournant dans l'histoire des nations. Gandhi, étudiant à Oxford, connut l'essai, semble-t-il, dans un cercle de végétariens, où les idées de Thoreau, végétarien lui-même, étaient tenues en grande faveur. Le jeune Indien fut frappé par l'idée que lorsqu'un gouvernement emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. Il s'en souvint dans son action en faveur de ses compatriotes opprimés en Afrique du Sud de 1893 à 1914. Plus tard, en Inde, la désobéissance civile était distribuée comme un manuel d'armes parmi les disciples du Mahatma. Attachement à la vérité, Satyagraha, tel est le nom indien de cette héroïque passivité qui résiste au mal par fidélité au bien. Politiquement parlant, Gandhi et Martin Luther King ont pris soin de distinguer la résistance passive de la désobéissance civile. La première méthode est refus de prêter une collaboration effective à un système reconnu comme mauvais. Ainsi, Gandhi invita toute l'Inde à filer au rouet pour éviter l'achat des soieries anglaises. De même ordre, le boycottage des lignes d'autobus de Montgomery, organisé par Martin Luther King pour protester contre la ségrégation dans l'État d'Alabama. Et le leader noir, rappelant l'influence de Thoreau, écrit « À partir de ce moment, je conçus notre mouvement comme un acte de non-coopération massive. » Le second stade où désobéissance civile va plus loin. Il définit la violation massive. Pour ce faire, Gandhi insista toujours sur la nécessité d'une discipline collective accompagnée d'une prise de conscience individuelle. Cette désobéissance ne s'improvise pas, elle est le fruit d'une véritable ascèse spirituelle excluant toute hargne. Ainsi Gandhi, à la tête d'une foule immense, viola l'une après l'autre des lois qui perpétuaient l'oppression étrangère de son pays, jusqu'à l'indépendance totale de l'Inde en 1945. Mais il faut remarquer que cette politique morale fut appliquée également par lui contre des codes religieux inhumains. Le système des castes interdisait aux intouchables de s'approcher des puits.
Gandhi y mena le longue file de parias pour y remplir avec eux sa cruche. À la longue, les intouchables, non sans souffrance, finirent par gagner le droit de boire l'eau pure des fontaines publiques. De nos jours, maint objecteur de conscience dans le monde ont médité la désobéissance civile derrière des murs de pierre. Socialement, l'essai a eu son influence. Dès la fin du siècle dernier, il était prôné par les travaillistes anglais. Aux États-Unis, Upton Sinclair fut arrêté pour avoir, au moment des grèves en Californie vers 1930, lu l'essai du haut d'une tribune. Curieux, explosif que la non-violence, et le sénateur McCarthy s'en méfiait lorsqu'à une période récente et de sinistre renom, il fit enlever la désobéissance civile de la devanture de certaines librairies. Il savait bien pourtant que Thoreau était un classique diffusé partout dans le livre de poche. Le plaidoyer pour John Brown ne mérite pas moins l'attention. Nous y voyons un Thoreau toujours fidèle à ses idées, mais descendu des hauteurs pour se plonger en colère dans les luttes des hommes. Nous sommes en 1859, à un moment où la tension à propos de l'esclavage atteint son paroxysme. Alors, le 19 octobre de cette même année, éclate comme une bombe l'attentat de Harper's Ferry. Le responsable en était John Brown, né avec le siècle dans le Connecticut. C'était un abolitionniste farouche et militant depuis de longues années, et il avait dressé sa famille dans le même esprit. À ce propos, Thoreau évoque avec justesse les têtes rondes de Cromwell, recherchées par tous les shérifs. Brown, exercé à la guérilla, préparait en secret un grand coup, attaqué avec une petite bande dévouée de 22 hommes, blancs et noirs, l'arsenal fédéral de Harper's Ferry en Virginie. Son but était de saisir des armes et de les distribuer aux esclaves de l'État pour fomenter une révolte dans tout le Sud. Ce moderne Spartacus est une figure encore très controversée, souvent représentée par Hollywood sous les traits d'une brute sanguinaire, d'un sadique et d'un fou. Il est pour d'autres un héros et un martyr de l'émancipation. Il rejoint dans l'imagination de certains l'oncle Tom du livre Larmoyant de Beecher Stowe, paru en 1852. Ce qui est certain, c'est que sa tentative très risquée avorta. Il fut arrêté par les troupes fédérales sous le commandement de Robert Lee, le même qui devait s'illustrer bientôt à la tête de l'armée sudiste. La presse esclavagiste eut beau jeu de décrire le capitaine Brown comme un monstre assoiffé de sang, auteur des pires atrocités. Il semble qu'il y ait en effet eu quelque part au massacre d'Osawatomie. Les républicains eux-mêmes, Lincoln à leur tête, que la réussite de l'entreprise eût comblé, ne voulurent pas se discréditer auprès de l'opinion en soutenant un acte aussi violemment contraire à la Constitution. Il était impensable que John Brown échappât avec les survivants de sa troupe à la peine capitale. Il le savait, il avait déclaré peu avant le raid à un ami, l'écrivain noir Frederick Douglass, qui tentait de le dissuader. Si l'attaque échouait, eh bien, il serait jugé, exécuté et réveillerait ainsi la conscience morale de ses compatriotes. C'était sans nul doute un guerrier fanatique au service d'une belle cause. Thoreau vit en lui la noblesse de l'âme héroïque, tout entière vouée à la défense de la justice, d'autant que les deux hommes s'étaient déjà rencontrés dès 1857 à Concorde. La mère de Thoreau tenait une pension de famille accueillante à tous les abolitionnistes de passage. Ainsi, les gens du cercle d'Emerson revirent John Brown plusieurs fois. Sans connaître ses plans, Thoreau, comme les autres, fut vivement impressionné par la rigueur morale et la foi puritaine qui émanait de cette personnalité. Brown parlait bien, quoique illettré. Il portait sur lui et montrait pour appuyer ses dires les chaînes qu'avait portées son fils torturé par des esclavagistes. Les paroles, le regard, l'attitude de ce vieux lutteur exprimaient une passion contenue, rien de démentiel. Thoreau le définit joliment. C'était, nous dit-il, un volcan coiffé d'un tuyau de cheminée ordinaire. L'historien et romancier Howard Fast, auteur de Spartacus, donne une conclusion intéressante à ce sujet. Le cours de l'histoire américaine tel qu'il est exprimé par la masse du peuple américain est révolutionnaire. Emerson et Thoreau, qui furent les hommes les plus clairvoyants de leur époque, avaient foi en John Brown et étaient convaincus de la justesse de sa cause. Thoreau lut avec fièvre tous les journaux. Il fut indigné jusqu'au fond de l'âme devant les calomnies des uns et la lâcheté des autres. Il se sentait appelé à justifier
en John Brown un frère. Sans vouloir écouter les conseils de prudence de ses amis abattus, Thoreau, 15 jours à peine après l'attentat, sonna le tocsin lui-même pour inviter les gens de Concorde à venir l'écouter. Ces paroles furent entendues et reproduites dans plusieurs journaux. Un véritable revirement d'opinion en faveur de John Brown s'ensuivit au Massachusetts. La carrière de Thoreau comme conférencier s'achevait sur un triomphe. Le jugement de Brown eut un retentissement international. Le 2 décembre, jour de l'exécution à Charlestown, en Virginie, Thoreau organisa à Concorde une manifestation en l'honneur du martyr. Personne ne pouvait se douter qu'à la même heure, Victor Hugo, croyant à un sursis, s'adressait de son rocher anglo-normand aux journaux américains. Sa lettre écrite de Hauteville House est datée du 2 décembre 1859 et conservée pieusement à l'université de Princeton en témoignage de la part des Français dans l'histoire des États-Unis. Hugo, cependant, avec la superbe assurance d'un Européen qui juge de loin la politique américaine, conjurait la patrie de Washington d'épargner John Brown, ce Christ, ce libérateur. L'attitude de Thoreau est évidemment plus réaliste, mais tous deux, l'exilé de Jersey et le solitaire de Walden, perçurent dans l'affaire John Brown un événement qui secouait sur ses bases l'existence même de l'Union. Victor Hugo écrivait pour conclure « Oui, que l'Amérique le sache et y songe, il y a quelque chose de plus effrayant que Caïn tuant Abel, c'est Washington tuant Spartacus. Plus pure de rhétorique, mais non moins exaltée, la sincérité du tribun américain rejoint celle du révolutionnaire français dans une même vision de la vérité morale supérieure aux lois humaines. L'esprit éprouve un singulier plaisir à entendre la voix de ces deux géants se répercuter d'un bord à l'autre de l'Atlantique, semblable aux échos des tempêtes que le dieu Thor suscite dans la saga des temps anciens. En 1856, c'est-à-dire un peu avant John Brown, Thoreau rencontra Walt Whitman, dont il avait été avec Emerson le premier à saluer le génie. Une des premières questions que l'homme de Walden posa au poète des feuilles d'herbe fut « Connaissez-vous les livres sacrés des hindous ?» Whitman ne les avait pas lus, mais Thoreau avait perçu chez lui une affinité commune avec la pensée orientale. Whitman avait, comme Thoreau, le don d'embrasser en lui-même ce que les Upanishads appellent l'infinie personnalité de l'homme. C'est la cause de cette infinie personnalité que Thoreau vient défendre devant les générations. L'année suivante, dans l'essai qu'il écrivit en commémoration des derniers jours de John Brown, il disait que le revirement de ses compatriotes en faveur du héros indiquait la possibilité dans le cours des siècles d'une révolution au profit d'un autre peuple opprimé. Oui, de ce plaidoyer pour un homme, Thoreau fait un plaidoyer pour tous les hommes. Sous nos yeux, la métamorphose s'accomplit, car en Brown, l'homme de principe, Thoreau se reconnaît lui-même, le transcendentaliste, et il nous amène à nous reconnaître en lui. Étrange procès préfigurant Kafka, où tous, juges et partis, défenseurs et audience, ont le même visage. La sentence est inepte, qu'importe, c'est nous le tribunal. L'écrivain en appelle à la postérité, elle seule rend le verdict. John Brown est vivant et l'idée est en marche. John Brown's body lies mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Le corps de John Brown gît en poussière dans la tombe, mais son âme est à jamais en marche. Avant de faire le tour du monde, ce chant composé en 1861 par Julia Ward-Howe fut adopté comme chanson de marche par un bataillon de volontaires de Boston rallié à l'appel de Lincoln. John Brown devenait le symbole de l'Union. Le poète Stephen Vincent Benet publiait en 1928 une épopée américaine et lui donnait pour titre John Brown Body. Les peintres depuis longtemps s'étaient emparés du sujet. Il inspira à Hugo un de ses plus beaux dessins, l'image de John Brown se baissant pour embrasser un enfant noir avant de monter au gibet s'est gravée dans la conscience populaire. Mais de tous, Thoreau avait été le premier. Dans la légende des siècles du Nouveau Monde, il devenait The Herald of Freedom, le héros de la liberté, héros, H-E accent aigu, R-A-U-T. Il ne devait pas voir le triomphe de l'émancipation miné par la maladie du siècle, la tuberculose. Il s'éteignit à l'âge de 44 ans sans avoir pu achever un livre sur les Indiens qu'il projetait depuis longtemps d'écrire. À une personne pieuse qui lui demandait s'il avait fait sa paix avec Dieu, il répondit « Nous ne nous sommes jamais querellés, que je sache ».
Une vie comme celle de Thoreau n'est-elle pas trop exceptionnelle pour qu'on puisse en tirer un enseignement? Sans doute a-t-il fasciné et stimulé bien des gens par l'extraordinaire emprise de sa sincérité, mais celle-ci souligne justement ce que le présent a de fâcheux, de contraire et d'irrémédiable, avec ses tyrannies et ses angoisses. On arrive même à s'étonner qu'une pensée aussi éthérée, aussi évidemment peu faite pour la masse, ait pu soulever à travers Gandhi 300 millions d'Indiens. L'âme de l'Inde rendait à Thoreau l'éclat qu'il lui avait donné. Henry Miller, ce grand Américain qui connaît bien notre pays, pense que Thoreau appartient au passé et à l'avenir, mais qu'il a peu de chance d'être apprécié chez nous aujourd'hui autrement que comme écrivain. Il ne serait déjà pas si mal que nous trouvions en Thoreau un des tout premiers classiques de la littérature des États-Unis. Mais Henry Miller souligne que l'auteur de Walden est bien davantage. Il dépasse d'ailleurs de toute sa carrure le carcan de maintes définitions où l'on voulait le contraindre. Si Thoreau se place en vigie aux avant-postes de notre civilisation, les ennemis qu'il guette sont de tous les temps. Ce sont les préjugés, les faux-semblants, les scléroses de l'âme et l'impardonnable bêtise. De nos jours, des satellites nous envoient des photographies du globe dans l'immensité, prodigieuse certitude du génie humain, une simple image, la courbe de la Terre ou d'un même pas. Le poète et le savant se retrouvent ensemble face à la Voie lactée. Thoreau, parce qu'il se place très haut, nous convie à adopter un tel regard. Il suggère la possibilité d'une science des valeurs suprêmes, celle transmise du plus lointain des siècles par les artistes et les sages de toutes les nations. C'est cette vue pénétrante sur le monde qui donne à ses écrits la force du verbe. Les jeunes de notre temps sont bien faits pour reconnaître en l'homme de concorde un maître à penser. Ils ne se confondront pas, souhaitons-le, la cabane de Walden avec celle de Big Shore dans le livre de Jack Kerouac. Si Thoreau part dans les bois, une hache sur l'épaule, c'est pour prouver par un acte de foi que l'homme, dépassant la révolte, doit fonder ici-bas sa demeure en lui-même. Préface de Micheline Flack.